Tout commença, comme souvent, par un après-midi magnifiquement chaud à St. Bede's-on-Water, le genre de village où chacun connaissait son deuxième prénom et où les haies étaient taillées avec la précision d'une moustache d'officier. L'épouse du pasteur, Madame Felicity Hardingley, avait pris l'initiative d'organiser une lecture de poésie au profit de la restauration du clocher, un événement modeste aux objectifs modestes, qui serait probablement passé inaperçu sans l'invité d'honneur, le célèbre poète Marcus Weatherby. Son arrivée avait fait grand bruit. Marcus, un homme d'une soixantaine d'années à la crinière argentée et à la voix à faire taire un pub, avait été autrefois la coqueluche du monde littéraire londonien. Ses vers, empreints d'amour mélancolique et de pressentiments inquiétants, lui avaient valu le surnom de « Sweet », le barde des cœurs brisés. Personne ne pouvait vraiment expliquer pourquoi il avait loué un cottage dans le paisible village de St. Bed plus tôt cette année-là, même si les spéculations allaient en bon train. Des problèmes fiscaux à un scandale impliquant une actrice de théâtre et une facture d'hôtel impayée. Le jardin derrière le presbytère était animé dès 3 heures. Les tables étaient dressées avec des napperons en dentelle et des petits gâteaux éponges, et des dames coiffées de chapeaux à larges bords parlaient à voix basse et enthousiaste du passé supposé de Marcus. Miss Marple, assise près du treillis de rosiers et bénéficiant d'une vue imprenable sur toute la scène, sirotait son thé avec la tranquillité de celle qui préfère observer la vie plutôt que de s'en mêler. Elle avait apporté son tricot, bien qu'il soit resté intact sur ses genoux. Le poète lui-même tenait sa cour sous un auvent rayé, récitant des vers de son dernier volume. Cendre au printemps. Sa voix était douce, mélancolique, teintée d'une gravité théâtrale. Les villageois écoutaient poliment, même si tous ne comprenaient pas le sens de ces images. Seul le révérend Hardingley semblait véritablement absorbé. Il se prenait pour un philosophe, et il hochait gravement la tête à chaque strophe, comme s'il méditait sur une sagesse ancienne. Miss Marple, cependant, ne regardait pas le poète. Ses yeux bleu pâle allèrent d'un visage à l'autre, observant discrètement les réactions. La jeune Emily Cubbins, la fille du docteur, fixait Marcus d'un air rêveur, tandis que son fiancé, Harold Sims, s'agitait maladroitement et regardait partout ailleurs. Madame Tabitha Wrench, qui tenait le bureau de poste, murmura quelque chose derrière sa main gantée à Miss Crick, qui rougit. Et M. Cédric Toller, un notaire aux manières pointilleuses, se tenait raide, un verre de vin à la main, et observait Marcus avec les yeux plissés, d'un homme se souvenant d'une dette impayée. La seule interruption survint lorsque Madame Hardingley tapota sa tasse avec une cuillère et invita Marcus à partager un nouveau poème. « Composé seulement cette semaine, me dit-il. Quel régal !» Marcus se leva, s'inclina légèrement et commença. « Sous la haie, la vérité se trouve toujours, une racine secrète qui a soif de tuer. La rose, si rouge, peut attirer le regard, mais les morts fleurissent là où se trouvent les pétales. » Un silence s'installa après qu'il eut terminé, puis des applaudissements polis. Quelqu'un fit remarquer que c'était plutôt sinistre pour un jardin d'église, et un autre dit que c'était très intelligent, bien sûr. Mais Miss Marple était restée immobile, non pas à cause du poème, mais à cause de l'expression sur le visage de Marcus lorsqu'il retourna à sa place, une lueur de satisfaction. Ce n'était pas de la fierté, c'était autre chose, quelque chose de plus froid. À 5h30, juste au moment où le dernier gâteau éponge était servi et que le soleil commençait à se pencher paresseusement vers l'ouest, un cri a brisé l'après-midi. C'était Emily Cubbins. Elle s'était dirigée vers les rosiers bordant l'arrière du presbytère et avait croisé quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Les invités se sont précipités à ses côtés et en quelques instants, cet après-midi paisible s'est terminé. Marcus Weatherby gisait affalé parmi les rosiers, un mince filet de sang coulant sous sa cravate de poète. Son carnet était posé à côté de lui, ouvert à une page où il était écrit « Les rimes ne suffisent pas à éloigner la mort. » Miss Marple resta immobile, seule à ne pas être touchée par la frénésie. Elle ne haleta pas et ne serra pas ses perles. Au contraire, elle observa, silencieuse, le regard fixe.
Le poète avait trouvé sa rime finale. Et quelqu'un parmi eux l'avait écrit. Le jardin était devenu étrangement silencieux, à l'exception du bruissement des robes et des murmures d'incrédulité. Les rires et le tintement de la porcelaine de l'après-midi avaient disparu, remplacés par le silence figé qui accompagnait toujours la mort. Emily Cubbins, pâle et tremblante, était emmenée par son fiancé Harold, qui semblait à la fois confus et bouleversé. Les invités se groupaient en groupes serrés, murmurant, tous les regards rivés sur les rosiers, comme s'ils refusaient de regarder directement, mais étaient incapables de détourner le regard. Miss Marple restait près du treillis, debout, les mains jointes devant elle, observant. Non pas le corps, pas encore, mais les gens. Les réactions étaient primordiales. Maître Cédric Toller, l'avocat, avait pris une étrange teinte grise et serrait son verre de vin comme s'il pouvait lui offrir un conseil juridique. Madame Tabitha Wrench semblait décontenancée, son calme habituel se laissant perturber. Le révérend Hardingley restait figé, les lèvres remuant silencieusement, peut-être en prière, ou peut-être en essayant de se rappeler si le poète avait payé son exemplaire dédicacé. Une voix aiguë et autoritaire s'éleva au milieu, des murmures. Personne ne doit partir, pas avant l'arrivée de la police. C'était l'inspecteur Roger Slack, convoqué dans les 15 minutes. Un record, remarqua silencieusement Miss Marple. C'était un homme à la mâchoire carrée, qui semblait croire que la plus grande menace pour la justice était la paperasse en désordre. Il traversa le jardin d'un pas décidé et adressa un signe de tête raide à Miss Marple en passant. « Bonsoir, Miss Marple, » dit-il, comme s'il se croisait chez l'épicier. « Quelle mauvaise nouvelle !»« Oui, » répondit-elle doucement. « Et pourtant plutôt curieux, vous ne trouvez pas ?» L'inspecteur Slack fronça les sourcils. « Curieux, comment ?»« Oh, mais un meurtre en plein jour relève généralement d'une grande confiance, ou d'une grande bêtise. » Slack lui lança un regard suggérant qu'il n'était pas d'humeur à résoudre des énigmes. Il se tourna vers les invités d'une voix cinglante et tranchante. « Mesdames et messieurs, ceci est une scène de crime. Je vous demande patience et coopération. Personne ne doit quitter les lieux avant d'avoir recueilli les dépositions. » Il y eut un soupir collectif, résigné, certains impatients, d'autres nerveusement intrigués. Le corps du poète fut recouvert à la hâte d'une nappe à carreaux, bien que le sang ait déjà commencé à entacher le bord. Slack s'accroupit près du cadavre, inspectant la scène avec une diligence superficielle. « Aucune arme en vue, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Pas poignardé, pas visiblement blessé par balle. » Il tira légèrement sur sa cravate et grimaça. Étranglé ? Possible, mais fait discrètement et rapidement. Miss Marple, debout à quelques mètres derrière lui, s'éclaircit poliment la gorge. « Puis-je » Slack soupira, mais lui fit signe de s'approcher. Elle s'approcha et baissa les yeux, non pas sur le visage, mais sur la main du poète. « Il écrivait quand il est mort », murmura-t-elle. Slack jeta un coup d'œil au carnet, toujours ouvert, là où il était tombé. « Les rimes ne suffisent pas à éloigner la mort. C'est un de ces vers ?»« C'est possible, » dit Miss Marple, même si quelque chose dans sa voix laissait entendre un doute. « Mais ça ne scanne pas comme à son habitude. Un peu trop pratique, non ?» Slack fronça les sourcils. « Suggérez-vous que quelqu'un d'autre a écrit ça ? Ou que quelqu'un voulait nous faire croire qu'il l'avait fait ? Les écrivains ne meurent pas toujours à un moment aussi poétique. » Elle se retourna, scrutant lentement le jardin. Les gens passaient déjà du choc à la spéculation. Quelques invités commençaient à chuchoter un peu trop fort. Et l'air était chargé d'une curiosité à peine contenue. « J'ai besoin des coordonnées de chacun », s'y annonça Slack d'une voix forte. « Vous serez appelés un par un. Veuillez rester calme. Rien n'indique un danger supplémentaire. »« À moins que le tueur ne soit toujours parmi nous, » murmura Cédric Toller, s'attirant un regard noir. De Madame Wrench. Miss Marple remarqua le regard, tout comme elle remarqua Emily Cubbins assise sous un arbre, Harold agenouillé à ses côtés. Emily pleurait doucement, mais Harold semblait profondément mal à l'aise. Pas de chagrin, peut-être. De culpabilité ou de honte ? Les théories des villageois commencèrent à se former instantanément. Mademoiselle Crick murmura à Madame Wrench
qu'elle avait toujours pensé que M. Weatherby s'intéressait beaucoup trop aux jeunes femmes, tandis que Madame Wrench rétorquait que les poètes étaient généralement solitaires et étranges. M. Toller murmura que Marcus lui devait de l'argent pour une consultation juridique qu'il n'avait jamais payée, bien que personne ne l'ait sollicité. Et Harold Sims devenait de plus en plus défensif à chaque regard en coin qu'il lui lançait. « Commençons », dit Slack, appelant d'abord le révérend Hardingley. Tandis que les témoignages étaient recueillis dans le bureau du vicaire, Miss Marple s'attarda près des rosiers. Elle ne s'intéressait pas au corps, elle en avait vu bien assez de son temps, mais à quelque chose à proximité. Une tasse de thé tombée, son contenu répandu dans l'herbe. Étrange. Tout le monde était assis lorsque le cri retentit, sauf, bien sûr, Émilie. Elle examina les buissons eux-mêmes, épineux, bien entretenus, soigneusement taillés. Aucun signe de lutte ici. Celui qui avait tué Marcus l'avait soit attiré doucement, soit frappé si vite qu'il n'avait pas résisté. Et puis, il y avait la question du poème. L'avait-il écrit quelques secondes avant sa mort? Ou quelqu'un l'avait-il planté pour lui donner l'apparence d'un adieu énigmatique? 1 heure plus tard, Slack réapparut avec un bloc-notes rempli de déclarations et un froncement de sourcils. « Pas grand-chose à dire », murmura-t-il à Miss Marple. « Pas de témoins, pas de bruit de lutte. Personne n'a rien vu de suspect. »« Oh, mais tout le monde a vu quelque chose », répondit gentiment Miss Marple. « Ils ne réalisent tout simplement pas encore ce qu'ils ont vu. » Slack parut irrité. « J'imagine que tu crois déjà avoir une théorie ? J'ai un instinct, dit-elle, et il est presque aussi utile. » Slack secoua la tête. « Laisse-moi deviner. Tu penses que c'est la jeune fille qui a fait ça ? » « Oh non, dit Miss Marple. Emily n'a pas tué M. Weatherby, mais elle a vu quelque chose qui l'a effrayée. La question est de savoir si elle le sait déjà. » Il cligna des yeux. « Tu crois qu'elle cache quelque chose ? » « Pas intentionnellement, » répondit Miss Marple. « Mais on apprend souvent aux jeunes femmes à ne pas se fier à leurs propres yeux. Elle a peut-être négligé quelque chose d'important. » Slack resta silencieux un instant. « Tu crois que je devrais insister ? » « Je pense que tu devrais lui demander ce qu'elle a remarqué. Pas ce qu'elle croit avoir vu. La distinction est subtile, mais utile. » Il émit un son qui aurait pu être un accord ou un rejet, c'était souvent difficile à dire avec l'inspecteur Slack, et retourna vers le bureau. Miss Marple retourna s'asseoir près du treillis. Elle reprit enfin son tricot et commença à monter les mailles. Autour d'elle, le jardin reprenait peu à peu son aspect d'antan. Les oiseaux gazouillaient, le thé refroidissait, et les gens essayaient d'oublier qu'il y avait eu un corps parmi les rosiers. Mais elle n'oublierait pas, elle l'oubliait rarement. Alors que le soleil disparaissait derrière le toit du presbytère, les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement, et ses pensées tournaient comme les pages d'un livre usé. Il y avait quelque chose dans ce dernier poème. Pas les mots, mais l'emplacement. Trop parfait, trop soigné. Et d'après son expérience, la vraie mort était rarement poétique. Quelqu'un au village avait pris soin de mettre en scène une scène. La question n'était pas seulement de savoir qui, mais pourquoi un homme comme Marcus Weatherby, avec ses vers déchirants et son sourire mélancolique, devait mourir ici, à Saint-Bède. Et quel secret avait-il découvert qui avait fait que quelqu'un s'était assuré que sa dernière rime serait aussi son dernier souffle? Les ombres du début de soirée s'étendaient sur la place du village, tandis que l'interrogatoire commençait sérieusement dans le bureau frais et tapissé de livres du presbytère. L'inspecteur Slack était assis, rigide, derrière un bureau en chêne poli, son presse-papiers à la main, prêt à consigner les témoignages des participants à la garden party. Le premier à prendre la parole fut le révérend Hardingley, dont la voix était posée et dont les manières trahissaient une pointe de malaise qui n'échappa pas au regard observateur de Miss Marple. « Je dois dire, » commença le vicaire, « que Marcus Weatherby était un homme d'une grande intelligence, mais quelque peu difficile à comprendre. Sa poésie évoquait souvent le chagrin et la perte. Pourtant, je le trouvais poli et très généreux dans ses conversations. Je ne comprends pas qui pourrait lui vouloir du mal. » Il marqua une pause, les lèvres pincées. «
J'ai cependant remarqué une certaine tension entre lui et M. Cédric Toller pendant la réunion. Cédric Toller était assis, raide, de l'autre côté de la pièce, les bras croisés. Lorsqu'on l'appela, son récit fut laconique. M. Witherby n'avait pas réussi à régler un problème juridique avec moi. Des dettes contractées avant son départ de Londres. J'ai tenté d'en discuter aujourd'hui, mais il m'a repoussé. Je ne lui en veux pas. Les affaires sont les affaires. Son regard se porta vers la porte, avec une pointe de prudence. Emily Cubbins fut la suivante. Pâle et fragile, elle serrait fermement la main d'Harold, qui ne cherchait guère à le réconforter. Sa voix était douce, mais posée, évoquant comment elle s'était éloignée des autres pour inspecter un rosier, attirée par une odeur qui lui rappelait le jardin de sa mère. Elle parla d'avoir entendu des pas derrière elle, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne. Elle admit se sentir perturbée, mais nia avoir vu ou entendu quoi que ce soit de violent. Harold Sims, cependant, était visiblement tendu. « J'ai passé la majeure partie de l'après-midi avec Emily », insista-t-il, bien que mademoiselle Marple ait décelé une légère hésitation lorsqu'on l'interrogea sur le moment précédant le cri. Elle est partie admirer les fleurs, et je parlais avec madame Wrench de la réforme postale. Je n'ai rien vu d'inhabituel. Madame Tabitha Wrench fut ensuite appelée. Son regard perçant n'avait rien manqué, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Marcus était une énigme, dit-elle en reniflant. Il avait le don de mettre les gens mal à l'aise. Je crois l'avoir vu parler avec mademoiselle Crick sur un ton plutôt vif peu avant le début de la lecture. Leurs échanges n'étaient pas agréables. Mademoiselle Crick, une vieille fille de bonne réputation et résidente de longue date de Saint-Bède, confirma à contre-cœur. Il m'a interpellé au sujet d'une lettre que j'avais envoyée l'année dernière au journal local. Bombs, admit-elle, la voix légèrement tremblante. Je l'ai accusé de profiter des malheurs du village, et je crois qu'il était très en colère. Miss Marple écoutait attentivement ces échanges, notant l'attitude de chaque personnage autant que leurs paroles. Elle remarqua que la tension couvait sous la surface bien avant le meurtre. Chacun avait une raison, aussi infime soit-elle, d'en vouloir au poète, que ce soit pour des dettes impayées, des paroles prononcées ou écrites, ou des secrets qu'il valait mieux laisser enfouis. Une fois le dernier témoin interrogé, Slack se renversa en arrière et se frotta les tempes. « C'est un enchevêtrement, dit-il, mais pas encore de coupable clair, pas d'armes, pas de signe évident de lutte, à moins que le tueur ait été prudent et silencieux. » Miss Marple hocha la tête, pensive. « Ou alors le crime a été commis de manière à échapper aux soupçons. Il faut voir au-delà de ce qui est immédiatement visible. » Tandis que la police poursuivait son enquête, Miss Marple chercha discrètement Emily et Harold. Elle les trouva assis sous les branches étalées d'un vieux chêne, chuchotant encore nerveusement. S'approchant doucement, Miss Marple parla de son ton calme habituel. « Emily, ma chère, tu avais l'air assez secouée tout à l'heure. Dis-moi, est-ce que quelque chose t'a semblé étrange avant de découvrir M. Witherby ?» Emily hésita, se mordant la lèvre. « J'ai cru entendre des pas derrière moi, » dit-elle doucement. « Mais quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Et puis, une ombre s'est déplacée près de la haie. Elle a été trop rapide pour y voir clair. Je ne voulais pas faire d'histoire. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. L'ombre recèle souvent la vérité, si l'on sait la chercher. Harold se tortilla, mal à l'aise. Emily se fait peut-être des idées. Toute cette situation nous rend tous nerveux. Au contraire, dit gentiment Miss Marple, le plus petit détail peut souvent révéler le plus grand mystère. Alors que la nuit tombait et que les lumières du presbytère projetaient de longs faisceaux à travers les fenêtres, Miss Marple réfléchissait aux révélations de la journée. Le poème trouvé près du corps la harcelait, trop direct, trop délibéré. Et les rimes mystérieuses laissaient entrevoir un message destiné à quelqu'un qui comprenait. Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. C'était le sergent Peters, un jeune officier à l'œil vif. « Mademoiselle Marple, vous aimeriez peut-être voir ceci, » dit-il en tenant un petit morceau de papier froissé. Elle le prit avec précaution et lut. « Sous les pétales se cachent des secrets, là où les vérités murmurées et les ombres meurent. Regardez attentivement, cher détective, et vous verrez, la main du tueur n'est pas insouciante. » Miss Marple haussa un sourcil.
Un second poème énigmatique, bien moins abouti celui-ci, était clairement un indice. Mais par qui? Et pourquoi? La présence de ce mot suggérait que le tueur voulait jouer avec les enquêteurs, voire les égarer. Mais cela signifiait aussi qu'il était sûr de lui, audacieux ou désespéré. Le lendemain matin, le village s'éveilla dans une tension silencieuse. La nouvelle du meurtre se répandit rapidement, et l'agitation habituelle des jours de marché était atténuée. Miss Marple visita à nouveau le jardin, désormais délimité par un cordon de police. Elle examina attentivement les rosiers et remarqua une petite perturbation, presque invisible, dans le sol, sous une plante en particulier. Son sac à tricot à la main, elle s'accroupit pour l'inspecter. Là, à moitié enfoui dans la terre, se trouvait un fin stylo en argent, gravé des initiales M.W.L. Stylo aurait pu appartenir à Marcus Weatherby, bien sûr, mais son emplacement semblait délibéré. Il n'était ni sur le corps, ni dans son carnet, mais caché sous l'étreinte épineuse de la rose, comme pour dissimuler un secret. De retour au presbytère, Mademoiselle Marple s'adressa à l'inspecteur Slack. La plume d'un poète est son arme verbale, mais aujourd'hui, elle semble être devenue une arme d'une autre nature. Slack se frotta le menton d'un air pensif. Le stylo aurait-il pu servir à administrer du poison, un instrument précieux pour infliger une mort lente? Miss Marple secoua la tête. Non, je crois que c'est l'étranglement qui est en cause. Le stylo est symbolique, il laisse un message. La journée se déroula avec de nouvelles interviews et de nouvelles révélations. Interrogée avec douceur, Mademoiselle Crick avoua avoir écrit un article inédit accusant Marcus d'avoir plagié l'œuvre d'un poète local. Cédric Toller admit que sa querelle juridique avec Marcus était plus acrimonieuse qu'il ne l'avait initialement annoncé. Madame Wrench elle-même laissa entendre que Marcus avait été vu en train de rencontrer un inconnu près du vieux moulin quelques jours auparavant. Chaque révélation ajoutait des couches au mystère, tissant une tapisserie complexe de ressentiment, de jalousie et de vieilles rancunes. Miss Marple les reconstitua discrètement, l'image émergeant peu à peu. Le soir, elle demanda à s'entretenir à nouveau avec toute la troupe dans le salon du vicaire. Tandis qu'ils se rassemblaient, le visage las et méfiant, elle commença à parler, non pas sur un ton accusateur, mais avec une douce clarté. Parfois, les morts parlent plus fort que les vivants, dit-elle doucement. Et parfois, les morts choisissent la manière dont leur histoire est racontée. Son regard parcourut le groupe, s'arrêtant brièvement sur chaque visage. Marcus Weatherby n'était pas étranger au conflit. Pourtant, la véritable nature de cette tragédie ne réside pas dans ce qui a été dit, mais dans ce qui a été caché. Un léger malaise se fit sentir. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement, tandis qu'elle continuait. Demain, je crois, nous apportera davantage de réponses. Ce soir, je vous encourage tous à réfléchir à ce que vous savez et à ce que vous avez choisi de taire. La pièce devint silencieuse, le poids de ses mots s'abattant comme un rideau. Miss Marple se rassit dans son fauteuil, les doigts soigneusement croisés. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, porteur de secrets que seule une oreille attentive pouvait entendre. Et elle écoutait. Le lendemain matin, une pâle lumière filtrait à travers un ciel gris, conférant au village une atmosphère à la fois feutrée et chargée d'impatience. Le bourdonnement habituel de la vie quotidienne s'animait désormais avec plus de prudence, comme si les rues elles-mêmes murmuraient la tragédie qui venait de se dérouler. Miss Marple se réveilla tôt, l'esprit agité par des bribes de conversation et les fils insaisissables du mystère. Nul endroit n'était plus propice à la réflexion que le bureau du presbytère, avec son parfum familier de vieux livres et de bois ciré. Après un petit déjeuner rapide, elle rejoignit l'inspecteur Slack, déjà plongé dans l'étude des déclarations recueillies la veille. Il leva les yeux à son entrée, l'air fatigué, mais alerte. « J'ai passé la nuit à examiner les chronologies, dit-il. Il y a des divergences que je n'arrive pas à concilier, surtout entre Harold Sims et Emily Cobbins. Leurs versions ne concordent pas tout à fait. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Oui, j'ai remarqué les hésitations subtiles, les détails changeants. Souvent, quand les gens ont peur ou se sentent coupables,
Ils tissent des récits qui ne concordent pas tout à fait. Slack soupira et désigna une chaise à côté de lui. « Veux-tu te joindre à moi? Ton point de vue me serait précieux. » Elle s'installa et déplia les feuilles volantes. « Parlez-moi de ces incohérences. » Eh bien, Émilie prétend avoir été près des rosiers lorsqu'elle a entendu des pas, puis a vu une ombre. Harold dit qu'il parlait avec Madame Wrench au même moment et n'a rien vu de suspect. Mais plusieurs témoins situent Harold près de la lisière du jardin au moment du meurtre. Il tapota un passage. Un invité a mentionné l'avoir vu faire les 100 pas nerveux près du treillis peu avant le cri. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Et pourtant, il a insisté sur le fait qu'il était avec Madame Wrench à discuter de la réforme postale. Exactement. Soit il se trompe, soit il nous induit délibérément en erreur. Les paroles de l'inspecteur restèrent suspendues dans l'air, tandis que l'horloge du presbytère sonnait 9 heures. Dehors, le village commençait à s'animer, annonçant un nouveau jour. Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre, son regard parcourant à nouveau les contours du jardin. Les rosiers se tenaient immobiles, leurs pétales humides de rosée matinale, sereins mais dissimulant des secrets sous leurs branches épineuses. « Je pense qu'il est temps de revisiter la scène, dit-elle doucement. Il y a quelque chose dans le sol sous ces roses qui mérite un examen plus approfondi. Slack hocha la tête. J'ai demandé à une équipe d'experts médico-légaux d'examiner la zone en profondeur. Ils doivent arriver cet après-midi. Avant qu'ils puissent partir, on frappa précipitamment à la porte. C'était le sergent Peters, serrant contre, lui, une petite enveloppe. « Mademoiselle Marple, inspecteur, ceci vient d'être trouvé dans la boîte aux lettres du presbytère. Pas d'adresse de retour. » Miss Marple prit l'enveloppe et la brisa soigneusement. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, soigneusement pliée, portant une écriture inconnue. « Ne cherchez pas la main qui frappe le jour, mais regardez où se cachent les ombres. La vérité est enterrée, racines et épines, dans les secrets gardés et la confiance détruite. » Slack fronça les sourcils. Encore un poème. Celui-ci est encore plus énigmatique que le précédent. Les yeux de Miss Marple brillaient d'une résolution sereine. Le tueur nous provoque, ou nous met en garde. Quoi qu'il en soit, il veut qu'on regarde sous la surface, au sens propre comme au sens figuré. La matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. L'équipe de police scientifique arriva avec son matériel, balayant méthodiquement le jardin à la recherche de preuves. Miss Marple les observa attentivement, tandis qu'ils déterraient la parcelle de terre sous le rosier, identifiée la veille. Un trou peu profond avait été récemment remué, la terre encore meuble et friable, avec des traces d'un résidu poudreux inhabituel accroché aux racines. Un spécialiste préleva soigneusement des échantillons, tandis qu'un autre découvrit un petit morceau de parchemin plié enfoui sous la terre. En le dépliant, on découvrit une vieille page de registre, jaunie et cassante, avec des colonnes de noms et de montants, certains barrés, d'autres entourés. Un nom attira immédiatement l'attention de Miss Marple. Cédric Toller. À côté, une somme conséquente et une note indiquant impayé. Elle leva brusquement les yeux. Inspecteur, ce registre suggère des litiges financiers de longue date, mais il est bien plus ancien que les dettes mentionnées par Cédric. Slack prit la page et la parcourut rapidement. Ça pourrait être un mobile. De vieilles dettes, de vieilles rancunes. L'attention de Miss Marple fut attirée par les coins du registre, où un filigrane subtil, presque invisible, révélait l'emblème d'un domaine local, la propriété de la famille Weatherby. Ce registre ne concerne pas seulement l'argent, dit-elle, mais aussi des secrets de famille. Marcus a peut-être découvert quelque chose de dangereux. Le soleil de l'après-midi disparaissait derrière un épais banc de nuages, tandis que Miss Marple et l'inspecteur Slack parcouraient à nouveau les allées du jardin, chacun réfléchissant aux nouvelles preuves. Slack s'arrêta près du vieux, chêne où Emily et Harold avaient été retrouvés la veille. « Je vais encore parler à Monsieur Sims, » dit-il d'un ton sombre. Miss Marple le regarda partir, puis tourna son regard vers le ciel. Une légère bruine commença à tomber, adoucissant les contours du village et brouillant les contours des maisons. Elle resserra son châle et revint sur ses pas vers les rosiers. Le sol portait encore la plus faible trace d'une empreinte,
trop petite pour une chaussure d'homme, peut-être une chaussure de femme. Une pensée lui traversa soudain l'esprit. « Émilie, murmura-t-elle, tu as vu une ombre, c'est vrai? Et si ce n'était pas seulement l'ombre du tueur, mais un indice sur celui qu'il craignait ?» De retour au presbytère, Slack revint, avec Harold Sims. Le jeune homme était pâle, son sang-froid s'effilochant sous les questions insistantes de l'inspecteur. « Je ne sais pas ce que vous me voulez, » protesta faiblement Harold. « Oui, j'étais près du jardin. Oui, j'étais nerveux. Mais je n'ai pas tué Marcus, je le jure. » Le regard de l'inspecteur Slack était inflexible. « Pourquoi ces mensonges, alors? Pourquoi cacher où vous êtes ?» Harold déglutit difficilement. « J'avais peur. Peur pour Émilie. Elle se comporte bizarrement. Je pensais qu'en restant près d'elle, je pourrais la protéger. » Miss Marple intervint doucement. « Jeune homme, parfois, la protection exige l'honnêteté, pas le secret. Qu'est-ce qui trouble tant Miss Cubbins ?» Harold hésita, puis expira. « Émilie a trouvé des lettres de Marcus, des lettres sur le village, sur les gens, des secrets, des choses qui pourraient ruiner des vies. » Le silence retomba dans la pièce. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Les vers du poète, le registre caché, les notes menaçantes, tout pointait vers une seule chose. Quelqu'un qui cherchait désespérément à garder le passé enfoui. « Il faut qu'on voie ces lettres, » dit-elle doucement. « Si Marcus a été réduit au silence à cause de ce qu'il savait, ces lettres sont la clé. » Ce soir-là, la maisonnée se réunit à nouveau dans le salon du presbytère. Émilie serrant, cette fois une petite liasse de papier usé. Elle les déposa sur la table, tremblante, en regardant Miss Marple déplier soigneusement chaque lettre. Elle révélait des accusations, soigneusement rédigées, mais cinglantes, contre plusieurs villageois. Détournement de fonds, trahison, secrets cachés à leurs conjoints, scandale oublié depuis longtemps. Chaque lettre était signée simplement M.W. Miss Marple lut à voix haute un passage accusant Cédric Toller de manipuler des testaments à son avantage, suivi d'un autre alléguant l'implication de Madame Wrench dans une transaction foncière douteuse. Un troisième évoquait un scandale impliquant le révérend Hardingley et une femme anonyme. Le choc parcourut la pièce. Miss Marple observa chaque visage avec attention. Les motivations sont nombreuses, mais la question demeure. Qui a pu agir aussi vite et aussi cruellement pour réduire Marcus au silence? Qui craignait le plus d'être démasqué? Les réponses s'enchevêtraient dans le réseau de vieilles rancœurs, chacune constituant un fil conducteur vers le cœur de la vérité. Et Miss Marple savait que le prochain mouvement dans cette délicate danse du soupçon révélerait non seulement l'identité du tueur, mais aussi les secrets les plus sombres du village. Tandis que le feu dans l'âtre du presbytère projetait des ombres vacillantes sur la pièce, le groupe réuni gardait un silence tendu, chacun accablé par les révélations des lettres de Marcus. L'atmosphère autrefois joyeuse et conviviale du village avait cédé la place à une suspicion glaçante. Les façades confortables des voisins et des amis étant désormais fissurées et fragiles. Miss Marple plia soigneusement l'une des lettres, son regard s'attardant sur l'écriture soignée, presque lyrique, qui avait naguère été source de poésie et de vers, et qui était désormais une arme d'accusation. « Ces lettres, dit-elle doucement, sont la clé pour comprendre pourquoi Marcus a été réduit au silence. Pourtant, il ne faut pas oublier. Ces lettres ont été écrites par un homme qui souhaitait révéler des secrets, mais aussi susciter la réflexion. Ces mots peuvent blesser, mais son intention était d'éclairer la vérité. » Émilie, serrant toujours la liasse de papier, leva les yeux, les larmes aux yeux. « Il voulait qu'on voie ce qui était caché pour arranger les choses, mais je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça. » Harold tendit la main pour la calmer. Il faut trouver celui qui pourrait le haïr au point de le tuer. L'inspecteur Slack, toujours pragmatique, s'éclaircit la gorge. Il faut se demander, qui a eu cette chance? Qui connaissait suffisamment Marcus pour anticiper ses mouvements? Et qui avait le plus à perdre avec ces lettres? Miss Marple se pencha en avant, effleurant du doigt les bords des lettres, pliées. Les lettres mentionnent plusieurs noms, mais elles ont toutes un lien, des secrets liés au domaine Weatherby.
Cela m'a amené à m'enquérir du registre que nous avons trouvé enfoui sous les rosiers. Dettes, noms barrés et notes. Il y a une histoire derrière ce registre. Une histoire plus profonde que la poésie de Marcus. Slack hocha la tête d'un air pensif. Nous avons parlé avec l'intendant de la famille Weatherby, M. Gilbey. Il a évoqué de vieux conflits et a fait allusion à des tensions au sein du conseil du village, notamment concernant l'utilisation des terres et l'héritage. Les paroles de l'inspecteur rappelèrent à Miss Marple la conversation chuchotée qu'elle avait entendue la veille au cimetière, entre Cédric Toller et un inconnu, à voix basse et pressante. Il semblait que les fils emmêlés de l'ancienne fortune et de l'influence tissaient une toile dangereuse. « Je propose que nous parlions à nouveau aux villageois, » dit Miss Marple. « Surtout à ceux mentionnés dans les lettres. Parfois, les gens en disent plus lorsqu'ils pensent ne pas être observés. » Slack accepta et, le lendemain matin, Miss Marple partit avec lui rendre visite à Madame Wrench, dont le nom apparaissait à plusieurs reprises dans les accusations de Marcus. La femme plus âgée les accueillit dans son salon, les mains tremblantes, tandis qu'elle offrait du thé. Son visage exprimait une inquiétude polie, mais son regard trahissait un certain malaise. « Je n'arrive pas à croire que Marcus m'accuse de malhonnêteté, » dit Madame Wrench d'une voix tremblante. « Il était toujours si gentil en personne. Mais je suppose que lorsqu'un poète se met en colère, ses mots peuvent blesser plus profondément que des couteaux. » Miss Marple sourit doucement. « Parfois, la colère masque la peur, Madame Wrench. Aviez-vous des raisons de craindre d'être démasquée ?» Madame Wrench hésita, puis baissa la voix. « Il y a eu une transaction foncière il y a des années, oui. Certains villageois pensaient que j'avais manipulé les limites à mon avantage, mais tout était clair. » Slack intervint. « Et pourtant, les lettres de Marcus disent le contraire. L'avez-vous confronté lorsque vous avez appris ces accusations ?»« Non, » répondit-elle rapidement. « J'avais peur de ce qu'il pourrait faire, mais la confrontation ne ferait que lui donner plus de munitions. Je souhaitais préserver la paix. » Le détective et Miss Marple échangèrent un regard. Leur calme apparent était plus fragile qu'il n'y paraissait. Ils rendirent ensuite visite au révérend Hardingley, qui les accueillit avec un sourire serein qui ne masquait guère l'attention. La mention de son nom dans les lettres le mettait visiblement mal à l'aise. « Je ne nierai pas avoir eu des torts, » admit-il doucement. « Mais être accusé de scandale, surtout dans cette paroisse, est extrêmement pénible. Marcus était un ami et pourtant il a choisi de jeter l'ombre sur des personnes que je respecte. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Le respect peut parfois nous aveugler, révérend. Croyez-vous que les révélations de Marcus étaient injustes ?» Il soupira profondément. « La vérité est complexe. Marcus a cherché à réveiller le village, mais ce faisant, il a dérangé un nid de frelons. Il est des secrets qu'il vaut mieux laisser enfouis, pour le bien de tous. » Dehors, le vent agitait les feuilles d'automne, comme pour manifester son accord. Miss Marple et Slack poursuivirent leurs investigations les jours suivants, parlant doucement aux villageois, observant attentivement leurs manières et leurs réactions. Ils remarquèrent qui évitait le contact visuel direct, qui s'agitait nerveusement lorsqu'on l'interrogeait et qui s'obstinait à nier. Le récit d'Émilie s'avéra précieux, car elle avait été l'une des dernières à voir Marcus. Vivant, elle décrivit son agitation dans ces dernières heures, mentionnant une rencontre prévue avec une personne dont il taisait l'identité. Miss Marple soupçonnait que cette rencontre était la clé pour démasquer le meurtrier. Un soir, alors, que le village se réunissait pour un modeste dîner au Rose and Crown, la tension était palpable. Les conversations étaient mesurées, les rires forcés. Miss Marple, assise en silence, remarquait les tensions sous-jacentes. Les regards rapides échangés entre Cédric Toller et Harold Sims, la façon dont le sourire de Madame Wrench s'estompait au passage d'Émilie, et le regard lointain du révérend Hardingley plongé dans sa bière intacte. Slack s'approcha d'elle à voix basse. « Les preuves s'accumulent, mais il nous manque la pièce maîtresse. Quelqu'un efface soigneusement ces traces. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, et le poème envoyé dans la boîte aux lettres du presbytère parle de ombres qui se cachent. Je crois qu'il pointe vers un indice caché que nous n'avons pas encore découvert, quelque chose de petit, d'oublié. » Cette nuit-là, tandis que les autres dormaient, Miss Marple retourna seule au jardin.
Sous la faible lueur de la lune, elle examina à nouveau les rosiers. Ses doigts effleurèrent le sol près de la terre remuée, et quelque chose attira son regard. Un léger éclat métallique à moitié enfoui sous une feuille morte. Elle s'agenouilla et déterra un délicat médaillon en argent, dont le fermoir était brisé. À l'intérieur se trouvait une photo décolorée de Marcus et d'une femme que Miss Marple ne reconnaissait pas. Le médaillon était gravé des initiales ES. Les initiales résonnèrent dans son esprit. Était-ce le lien secret d'Emily avec Marcus, ou peut-être un indice sur la rencontre qu'il avait planifiée? De retour au presbytère, Miss Marple serra le médaillon contre elle, consciente que la véritable nature de ce mystère était plus profonde et plus personnelle que quiconque ne l'avait imaginé. Le village, avec tous ses secrets et ses mensonges, était sur le point de révéler sa plus sombre vérité, et Miss Marple était prête à la démêler, fil par fil. Miss Marple était assise près du feu, le médaillon en argent reposant lourdement dans sa main, tandis qu'elle méditait sur sa signification. La délicate gravure des initiales, ES, et la photographie décolorée à l'intérieur suggéraient un lien plus profond qu'on ne l'avait soupçonné. Emily Cubbins, discrète et modeste, était peut-être plus étroitement liée à la vie de Marcus qu'elle ne l'avait laissé entendre. Cette révélation ouvrait de nouvelles pistes de recherche, chacune empreinte d'incertitude et risquant de perturber l'équilibre fragile du village. Le lendemain matin, Miss Marple et l'inspecteur Slack appelèrent Emily au presbytère. La jeune femme arriva hésitante, les joues rouges, serrant contre elle un petit carnet relié en cuir. « Je voulais apporter ceci, » dit-elle doucement. « Il appartenait à Marcus. Il me l'a donné peu avant. Tout cela. » Miss Marple prit le carnet avec précaution, le cuir usé étant frais au toucher. À l'intérieur se trouvèrent des pages d'une écriture soignée, mélange de poèmes, de réflexions personnelles et de notes énigmatiques. Une entrée se détacha, ES. Un nom dans l'ombre, un secret gardé sous les prairies. La confiance faiblit là où la vérité est mince. L'épine acérée du passé nous coupe à l'intérieur. Emily déglutit difficilement. Je ne sais pas qui est US. Marcus ne l'a jamais dit, mais il avait peur d'être suivi. Slack échangea un regard avec Miss Marple. Nous aurons besoin de connaître tout ce dont vous vous souvenez, des derniers jours de Marcus, chaque détail, aussi infime soit-il. Tandis qu'Emily racontait les jours précédant le meurtre, une vision plus claire se dessina. Marcus était agité, parlant souvent de la découverte d'un secret qui allait tout changer. Il avait prévu de rencontrer quelqu'un au vieux moulin à la périphérie du village, un lieu depuis longtemps abandonné et évoqué dans les légendes locales. Emily admit qu'elle l'avait supplié de ne pas y aller, mais qu'elle ignorait totalement qui il comptait rencontrer. Miss Marple se leva, reconstituant mentalement les fragments. Le moulin pourrait bien contenir bien plus que des souvenirs. Nous devons enquêter. Cet après-midi-là, accompagnée de l'inspecteur Slack et du sergent Peters, Mademoiselle Marple s'aventura vers le moulin délabré. Le bâtiment se dressait, tel une relique squelettique, ses poutres patinées craquant sous la brise d'automne, ses fenêtres telles des yeux sombres et vigilants. À l'intérieur, des grains de poussière flottaient dans les rayons du soleil déclinant, et l'air sentait le bois humide et les secrets oubliés. En explorant les lieux, l'œil perçant du sergent Peters aperçut une lueur sous une planche de parquet mal fixée. En la soulevant avec précaution, il découvrit un compartiment secret contenant une liasse de lettres et une petite pochette en cuir. À l'intérieur de la pochette se trouvait une clé, ancienne et ornée, ternie par le temps. Miss Marple examina les lettres, une correspondance entre Marcus et un correspondant inconnu, signé seulement US. Les lettres faisaient allusion à un scandale impliquant des droits de propriété, des faux documents et un héritage caché lié au domaine de Witherby. L'une d'elles évoquait avec insistance le projet de révéler la vérité lors de la prochaine réunion du conseil du village. Slack empocha la clé. Ça change tout. Quelqu'un essayait de garder ses secrets enfouis. Sur le chemin du retour, Emily s'accrochait à l'espoir que la découverte de Marcus rendrait enfin justice. Mais l'inquiétude obscurcissait son regard. Miss Marple sentit le poids qu'elle portait et résolut de la protéger, tandis que l'enquête s'approfondissait.
De retour au presbytère, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Miss Marple recoupa les lettres avec le registre retrouvé sous les rosiers. Les sommes et les noms concordaient, révélant un réseau complexe de tromperies impliquant de faux testaments, des accords secrets et une querelle de longue date au sein des familles les plus influentes du village. La question restait, qui parmi eux était assez désespéré pour tuer afin de garder la vérité cachée? Ce soir-là, alors que la pluie claquait sans relâche contre les vitres, le presbytère reçut la visite inattendue de Cédric Toller. Son sang-froid habituel semblait tendu, et ses yeux lançaient des éclairs nerveux en les saluant. « J'ai entendu dire que vous vous êtes penché sur de vieilles affaires familiales, » dit-il à voix basse. Miss Marple soutint son regard avec assurance. « La vérité ne peut rester éternellement dans l'ombre, monsieur Toller. Le registre, les lettres, le médaillon, tout cela évoque un passé qui refuse de rester enfoui. » La mâchoire de Cédric se crispa. « Tu t'aventures sur un terrain dangereux. Le village a ses propres méthodes pour maintenir la paix. » La main de Slack reposait sur son étui. « La paix fondée sur le mensonge est fragile. Nous avons l'intention de découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. » Cédric hésita, puis murmura « Tu te mêles de pouvoirs que tu ne comprends pas. » L'avertissement persista alors qu'il partait, laissant derrière lui un silence inquiétant. Les jours passèrent, chacun apportant son lot de nouvelles révélations. Miss Marple reçut un mot anonyme glissé sous sa porte, plus direct cette fois. « Arrête de creuser, ou tu le rejoindras dans l'ombre. » Mais sa détermination n'en fut que renforcée. Le village étant à bout de souffle, la pression monta pour retrouver le meurtrier avant que d'autres dégâts ne soient causés. Une découverte inattendue se produisit lorsque le sergent Peters découvrit un acte récemment modifié, déposé au greffe local. Le document suggérait que quelqu'un avait tenté de transférer une importante parcelle de terrain liée au domaine Witherby quelques jours avant la mort de Marcus. La signature était un faux, mais l'écriture ressemblait étrangement à un gribouillage familier. Miss Marple et Slack retournèrent confronter Madame Wrench, qui avait accès au registre de la succession. Après un interrogatoire approfondi, des failles apparurent dans son récit. Finalement, confrontée aux faux actes et à ses propres incohérences, elle s'effondra. C'était censé protéger le village, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Marcus a menacé de tout révéler. Je ne voulais pas perdre tout ce que nous avions construit. Les aveux n'ont pas été faciles à obtenir, mais ils ont mis en lumière les mesures désespérées prises pour garder le contrôle. Madame Wrench a admis avoir confronté Marcus à l'usine la nuit de son meurtre, mais a insisté pour partir avant que quoi que ce soit n'arrive. L'esprit de Miss Marple se mit à réfléchir aux implications. Si Madame Wrench avait quitté le moulin, vivante, quelqu'un d'autre devait l'attendre, une ombre dans l'obscurité, le véritable meurtrier qui s'était caché derrière des couches de peur et de tromperie. Déterminée à démêler les derniers fils, Miss Marple se concentra sur le médaillon et le mystérieux ES. Les initiales, les lettres, les réunions secrètes. Tout cela désignait une personne dans le village, quelqu'un de proche d'Emily, et quelqu'un qui craignait par-dessus tout d'être exposé. À l'aube du 7e jour d'enquête, le village retenait son souffle. Miss Marple était prête à affronter la vérité, sachant que cette révélation briserait les illusions et transformerait à jamais le paisible village. Les ténèbres allaient céder, et le délicat réseau de secrets allait se dénouer sous la lumière crue de la justice. La brume matinale s'accrochait obstinément aux haies, tandis que Miss Marple empruntait le sentier familier menant à la salle des fêtes, ses pensées revenant sur les fragments de preuves et d'aveux mis au jour. Le registre, l'acte falsifié, les lettres signées ES. Chacun un fil dans un réseau inextricable de tromperie et de peur. Et maintenant, l'aveu de Madame Wrench avait tracé un lien, faible mais indubitable, vers le véritable mobile, sinon le véritable coupable. Émilie était restée silencieuse ces derniers jours, sa douce présence habituelle éclipsée par le poids des secrets qu'elle portait, comme si le poids du passé caché du village pesait sur ses frêles épaules. Miss Marple ressentit un pincement de compassion, tempéré par un besoin impérieux de clarté. Il fallait que les pièces du puzzle se mettent en place, pour que justice soit faite et que la paix fragile du village soit rétablie. À l'intérieur de la salle des fêtes, le conseil siégeait,
la pièce grouillant de visages familiers, fermiers, commerçants et vieux amis, chacun chuchotant ou échangeant des regards furtifs. L'atmosphère était tendue. Le meurtre avait ébranlé la cohésion même de leur communauté, et les rumeurs tourbillonnaient comme des feuilles d'automne, emportées par un vent impétueux. Miss Marple entra discrètement et prit place au fond, son regard se posant sur Cédric Toller, assis, rigide, en bout de table. Son avertissement résonnait encore dans sa mémoire, un rappel glaçant de la résistance que rencontre souvent la vérité. Mais il y avait quelque chose de plus dans l'attitude de Cédric ce jour-là, une pointe de peur, ou était-ce de la culpabilité? Miss Marple décida de le surveiller de près. La réunion commença par les formalités d'usage, mais le sujet ne tarda pas à dévier vers les conflits fonciers et les étranges modifications apportées aux documents de propriété. Les voix s'échauffèrent, de vieux griefs refirent surface en termes acerbes, trahissant les fragiles alliances qui avaient maintenu la cohésion du village. Madame Wrench, pâle mais résolue, fut sommée de parler. Elle raconta son rôle dans la supercherie, la voix tremblante, décrivant les pressions qui l'avaient poussée à cacher la vérité. « Je voulais seulement protéger le village », insista-t-elle. « Nous craignions que si les découvertes de Marcus étaient rendues publiques, tout ce que nous chérissons, ici, soit détruit. » Un murmure de mécontentement parcourut la foule. Miss Marple remarqua que certains visages se durcissaient, tandis que d'autres détournèrent le regard, peu disposés à affronter la réalité enfouie sous leur environnement idyllique. Fin de la réunion, Miss Marple s'attarda, s'approchant de Cédric sous couvert d'une conversation informelle. « Monsieur Toller, commença-t-elle doucement, ces secrets que nous dévoilons, ils ont souvent le don de révéler le cœur qui les cache. Auriez-vous l'obligeance de partager votre avis à ce sujet ?» Les yeux de Cédric brillèrent d'une lueur indéchiffrable. « Certaines vérités, dit-il doucement, sont trop dangereuses pour être révélées. Mieux vaut laisser le passé intact. Pourtant, la justice exige le contraire, » répondit Miss Marple, d'un ton doux mais ferme. Leur échange fut interrompu par un cri soudain venu de l'extérieur. La foule se précipita vers la place du village, où un petit groupe s'était rassemblé autour d'une silhouette immobile, affalée sous le vieux chêne. Le sergent Peters était déjà là, agenouillé près de l'homme tombé. Il reconnut rapidement Harold Finch, le notaire du village, connu pour sa rigueur dans la tenue de ses dossiers et son attitude prudente. Son visage était pâle, ses yeux fixés au ciel. Un mince filet de sang coulait sur sa tempe. Le chaos régnait. Parmi les spectateurs, la peur et les spéculations se mêlant dans l'air. Le cœur de Miss Marple se serra. Une autre victime, un autre message. L'ombre qui planait sur le village s'était épaissie. L'inspecteur Slack arriva promptement, prenant les choses en main avec une autorité éprouvée. Personne ne part, avant d'avoir parlé à toutes les personnes présentes, ordonna-t-il en scrutant la foule. Miss Marple s'agenouilla près du sergent Peters. Harold n'était pas du genre à prendre des risques, murmura-t-elle. Qui voudrait le réduire au silence maintenant? Emily apparut à ses côtés, les yeux écarquillés par la stupeur, mais sereine. Harold aidait Marcus, dit-elle doucement. Il fouillait dans les vieux dossiers, ceux-là même que Marcus avait découverts. Il disait être sur le point de faire quelque chose. La prise de conscience les submergea lourdement. L'acte falsifié, les lettres, les menaces, tout indiquait une tentative désespérée d'enterrer la vérité, à tout prix. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Miss Marple commença à reconstituer un schéma d'intimidation et de violence calculée. Le meurtrier était non seulement déterminé à protéger un secret, mais devenait de plus en plus imprudent, poussé par la peur, voire le désespoir. Ce soir-là, au presbytère, Mademoiselle Marple était assise avec Emily et l'inspecteur Slack, examinant les preuves et les témoignages. « La mort d'Harold confirme ce que nous craignions, » dit-elle. « Les enjeux sont plus importants que nous ne l'imaginions. Nous avons affaire à quelqu'un qui croit que son gagne-pain dépend de son silence. » Emily frissonna. « Mais qui? Qui tuerait pour garder un tel secret ?» Le regard de Miss Marple était fixe, sans ciller. La réponse se trouve chez E.S., l'insaisissable correspondant dont l'identité reste secrète, mais dont les motivations ont façonné ces sombres événements. Et maintenant, plus que jamais,
Nous devons découvrir qui est vraiment ce personnage. Les jours qui suivirent apportèrent une surveillance accrue et une peur sourde. Miss Marple observa attentivement les villageois, notant les légers changements d'attitude et les regards furtifs échangés dans les recoins sombres. Le village vibrait de craintes murmurées, et le masque du meurtrier commença à tomber. Une révélation survint sous la forme d'une visiteuse inattendue. Elizabeth Saunders, la nièce recluse du défunt patriarche Weatherby, absente du village depuis de nombreuses années. Son arrivée suscita des murmures, et des regards méfiants se tournèrent vers elle lorsqu'elle entra dans le presbytère pour s'entretenir en privé avec Miss Marple. « Je suis revenue réclamer ce qui me revient de droit, » dit Elizabeth, d'une voix calme mais résolue. « Le testament de mon oncle a été modifié illégalement. Je crois que Marcus et Harold étaient sur le point de révéler une grave injustice. » Miss Marple hocha la tête, pensive. « Et les faux actes ? Ils font partie d'un plan visant à dissimuler la vérité, » admit Elizabeth. « Je suis convaincue que le meurtrier est un proche, quelqu'un suffisamment désespéré pour tuer plutôt que de perdre sa créance. » L'esprit de Miss Marple s'emballa, les dernières pièces du puzzle s'emboîtant. La connaissance d'Elizabeth, les aveux de Madame Wrench, les lettres de E.S., et maintenant la réduction au silence brutal d'Harold Finch, tout indiquait un plan calculé de cupidité et de trahison. Alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple résolut d'affronter l'écheveau de secret, de démasquer le tueur avant que les ombres ne fassent une autre victime. Le jeu touchait à sa fin, et le village attendait, le souffle coupé, que la vérité émerge du brouillard. La douce lueur de la lampe à huile projetait de longues ombres sur le salon du presbytère, tandis que Miss Marple sirotait tranquillement son thé. Elizabeth Saunders était partie depuis quelques instants, mais le poids de ses paroles persistait. L'écheveau de tromperie semblait se resserrer à chaque révélation, et l'esprit vif de Miss Marple examinait déjà les possibilités. Le village était devenu un lieu de craintes murmurées, de regards furtifs et d'alliances précaires. Personne ne faisait plus vraiment confiance à son voisin, et le tissu fragile de la vie communautaire s'effilochait. Pourtant, sous la tension, Miss Marple percevait un courant de désespoir sous-jacent, une volonté de s'accrocher à des secrets qui auraient dû être enterrés depuis des années. Emily Wrench était inhabituellement silencieuse depuis sa rencontre avec Miss Marple et l'inspecteur Slack. L'entrain habituel de la jeune femme était terni par le poids du savoir, et Miss Marple se demandait combien de temps encore elle pourrait supporter cette pression. Il était clair qu'Emily était à la fois témoin et prisonnière du passé, prisonnière d'une toile tissée par ceux qui craignaient la vérité. Plus tard dans la soirée, tandis que le village se couvrait d'un voile d'étoiles, Miss Marple fit une promenade solitaire le long des ruelles sinueuses. L'air frais de la nuit aiguisa ses pensées, et elle se surprit à contempler la curieuse silhouette de Cédric Toller. Sa présence avait pesé lourd lors de la réunion du conseil, ses paroles chargées d'avertissements et de menaces. Pourtant, sa peur semblait sincère, comme s'il était lui aussi empêtré dans un secret bien plus dangereux que de simples conflits fonciers. De retour au presbytère, Miss Marple résolut de rendre visite à Cédric le lendemain. Elle savait que parfois, les témoins les plus réticents détenaient la clé pour percer les mystères les plus sombres. Le matin arriva gris et brumeux, le village enveloppé d'un doux silence humide. Miss Marple trouva Cédric dans sa modeste chaumière, s'occupant de son jardin avec un soin méticuleux. Ce spectacle contrastait avec le malaise qu'elle ressentait en lui. À son approche, il se redressa et lui adressa un sourire méfiant. « Mademoiselle Marple », la salua-t-il à voix basse. « Je suppose que vous êtes venue poser d'autres questions. »« Juste quelques réflexions, » répondit-elle doucement. « Je crois que vous comprenez le poids de ce qui se cache sous ces « hors rue tranquille ». Cédric soupira en s'essuyant les mains. « Je le sais, et je crains que nous ayons sous-estimé le prix à payer pour garder ces secrets. » Leur conversation se déroula lentement, Cédric réticent, mais s'ouvrant peu à peu aux questions patientes de Miss Marple. Il parla d'anciennes alliances, de dettes et de trahisons dissimulées sous des sourires polis. Il admit que les faux actes s'inscrivaient dans un plan plus vaste,
une tentative désespérée de conserver le contrôle de terre autrefois équitablement partagé. Mais il y a plus, avoua-t-il d'une voix étouffée. Quelqu'un est déterminé à protéger ses droits à tout prix, même au prix d'un meurtre. Miss Marple hocha la tête, pensive. Et qui soupçonnez-vous? Les yeux de Cédric brillaient d'un mélange de peur et de colère. N'importe qui pourrait être perdant si la vérité éclate. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. De subtils changements de comportement, des murmures derrière des portes closes. Quelqu'un observe, il attend. Leur conversation fut interrompue par un coup sec frappé à la porte. C'était l'inspecteur Slack, l'air grave. « Mademoiselle Marple, nous avons des nouvelles. Il y a eu un autre incident. » Ensemble, ils se sont précipités sur les lieux. Une petite clairière à la sortie du village, où un vélo gisait abandonné, près d'une haie. Son propriétaire, un jeune homme nommé Timothy Farrow, avait disparu. Timothy était connu pour être un historien amateur passionné, souvent aperçu avec un carnet et un appareil photo, explorant d'anciennes ruines et des sentiers oubliés. Il avait aidé Marcus à tenir le registre et les lettres, désireux de découvrir le passé caché du village. Sa disparition ajoutait une dimension terrifiante au mystère. Alors que la recherche de Timothy commençait, l'esprit de Miss Marple s'emballa. La séquence était claire. Marcus découvrait les actes falsifiés. Harold tentait de révéler la vérité et fut réduit au silence. Maintenant, Timothy, qui aurait pu avoir de nouvelles idées, avait disparu. Le schéma indiquait un agresseur, de plus en plus désespéré, de plus en plus disposé à passer à l'acte. De retour au presbytère, Mademoiselle Marple rassembla les personnages clés, Emily, Elizabeth et l'inspecteur Slack. « La disparition de Timothy n'est pas un accident, » dit-elle doucement. « Nous avons affaire à quelqu'un qui perçoit ces révélations comme une menace à éteindre. » Emily semblait bouleversée. Timothy était tellement passionné, il croyait que le village devait connaître sa véritable histoire. Le regard d'Elizabeth se durcit. « Alors il faut le retrouver, vite. S'il tombe entre de mauvaises mains, l'urgence était palpable. » Miss Marple suggéra une fouille minutieuse de la campagne environnante, en particulier des vieux sentiers et des bâtiments abandonnés que Timothy affectionnait. Alors que les chercheurs se déployaient, Miss Marple tourna son attention vers les lettres signées ES. Elle les avait relues attentivement, notant un modèle dans les rimes. Chaque vers contenait des indices subtils, pointant vers les injustices passées et les personnes impliquées. « La poésie peut être un voile ou une arme, » murmura-t-elle. Et dans ce cas, elle semble être les deux. Elle a décidé de rendre une autre visite à la bibliothèque du village, dans l'espoir de recouper les versets avec des documents historiques et de découvrir d'éventuelles significations cachées. Parmi les étagères poussiéreuses, Miss Marple trouva de vieux journaux et des registres de succession, certains datant de plusieurs décennies. Elle remarqua un nom récurrent, Edmund Sykes, une figure autrefois importante du village, mystérieusement disparue après un scandale impliquant des conflits fonciers et une ruine financière. E.S. Pourrait-il être Edmund Sykes ou quelqu'un, utilisant son identité pour envoyer des avertissements et des menaces? Cette possibilité a ouvert de nouvelles pistes d'enquête. Le tueur était-il lié à cette ombre du passé, cherchant à effacer toute trace de l'histoire d'Edmund? Plus tard dans l'après-midi, une découverte inattendue se produisit. Timothy fut retrouvé, désorienté mais indemne, caché dans une grange abandonnée à la périphérie du village. Poursuivi par un inconnu, il avait pris la fuite pour sauver sa vie. Son récit était fragmentaire, mais révélateur. Il était tombé sur une cache de documents enfouis sous le plancher d'une maison abandonnée. Des documents révélant les faux actes et les noms de ceux qui avaient de conspirer pour modifier l'histoire du village à des fins personnelles. « Ils sont dangereux, » murmura Timothy. « Quelqu'un ne veut pas que ses secrets soient révélés. » Timothy étant sain et sauf, Miss Marple savait que l'acte final approchait. La toile du meurtrier s'effilochait, la vérité se rapprochait. Alors que la nuit tombait, à nouveau, Miss Marple, assise près du feu, méditait sur les fils qu'elle tenait désormais entre ses mains. Le passé du village, ses ressentiments et les mesures désespérées prises pour protéger le pouvoir, tout convergeait vers un équilibre fragile. La confrontation finale était inévitable, et Miss Marple, avec sa détermination tranquille,
et sa perspicacité inébranlable était prête à révéler les ombres qui se cachaient sous la surface calme du village. L'air matinal était vif, tandis qu'un léger brouillard planait sur le village, adoucissant les toits de chaume et les chemins pavés. Miss Marple sortit du presbytère, les pensées encore embrouillées par les révélations de la nuit précédente. La découverte de Timothy Farrow avait orienté l'enquête vers une voie plus précise, mais le tableau final restait incomplet. Des ombres masquaient encore la vérité. À l'intérieur du presbytère, Elizabeth Saunders et Emily Wrench attendaient, déjà, leurs expressions mêlant espoir et appréhension. La découverte des documents cachés avait redonné vie à l'affaire, mais avait aussi accentué le malaise des villageois. Des secrets autrefois enfouis sous des conversations polies étaient désormais exhumés, menaçant de briser de vieilles amitiés et alliances. Les informations de Timothy changent tout, dit doucement Elizabeth, brisant le silence. Ces faux actes, ces lettres, quelqu'un a tout fait pour protéger ces mensonges. Émilie hocha la tête, ses doigts tordant nerveusement un mouchoir. Mais pourquoi risquer un meurtre? Pourquoi? Des mesures aussi désespérées? Miss Marple réfléchit attentivement. Parce que la vérité ébranle le pouvoir. Ceux qui ont bâti leur fortune et leur réputation sur la tromperie ne reculeront devant rien pour préserver leur position. Ses pensées se tournèrent vers la réunion du conseil, vers les menaces voilées de Cédric Toller et vers les subtils changements de comportement des villageois. L'atmosphère était chargée de suspicion, et la menace sourde d'un observateur attentif s'alourdissait de jour en jour. On frappa à la porte et l'inspecteur Slack entra, l'air grave mais déterminé. « Mademoiselle Marple, nous avons examiné les documents découverts par Timothy. Ils impliquent plusieurs individus dans le faux et les litiges fonciers, des noms soigneusement effacés des registres officiels. La question est de savoir qui parmi eux avait les moyens et le mobile du meurtre. » L'inspecteur déposa les mots, documents sur la table. « Il faut aborder cette affaire avec prudence. Une accusation publique déchirerait le village, mais justice doit être rendue. » Miss Marple sourit faiblement. « En effet, inspecteur. Et la justice est souvent mieux rendue avec délicatesse. » Cet après-midi-là, mademoiselle Marple se rendit à la salle des fêtes, où elle avait demandé un entretien privé avec les principaux acteurs du litige foncier. Il s'agissait d'un groupe soigneusement choisi. Cédric Toller, Harold Clements et quelques autres dont les noms apparaissaient dans les documents. L'atmosphère était tendue, tandis que les villageois s'installaient, les yeux pétillants d'une méfiance prudente. Miss Marple commença sur un ton doux, articulant ses questions comme s'il s'agissait d'observations désinvoltes plutôt que d'un interrogatoire. Il est curieux de constater combien de temps ces vieux griefs couvent sous la surface. On pense souvent que le temps guérit toutes les blessures, mais certaines blessures sont bien trop profondes. Cédric s'agita sur sa chaise, les doigts crispés sur ses bras. Nous avons tous nos raisons de préserver le passé, Miss Marple. Certains d'entre nous ont beaucoup souffert. Harold, toujours serein, ajouta « Mais recourir au meurtre, c'est une accusation excessive. » Miss Marple hocha la tête, le regard fixe. Et pourtant, nous nous retrouvons face à l'indéniable. La découverte de faux actes, les menaces, les tentatives de réduire au silence ceux qui cherchaient la vérité. Son regard parcourut la pièce, percevant une lueur de malaise sur plusieurs visages. Je me demande combien ici ont ressenti le poids des secrets, combien ont caché leur véritable identité derrière un vernis de respectabilité. Le groupe échangea des regards, la tension montant comme une tempête sur le point d'éclater. Plus tard, tandis que la réunion se réduisait à des conversations murmurées et à des pas qui s'éloignaient, Miss Marple s'attarda pour discuter doucement avec Elizabeth et Emily. Il faut être attentif à ces petits signes révélateurs, les gestes involontaires, les hésitations, les subtils changements de ton. La vérité nous échappe souvent au moment où on s'y attend le moins. Les jours suivants s'écoulèrent avec une énergie incessante. Les villageois parlaient à voix basse et l'auberge locale devint un lieu de spéculation et de rumeurs. Miss Marple observait tout cela d'un œil attentif, reconstituant des fragments de conversation, des aperçus de comportements que d'autres avaient négligés. Un soir, alors qu'elle revenait d'une visite chez Timothy Farrow, Miss Marple rencontra,
Harold Clements, seul au bord de la rivière. Il semblait perdu dans ses pensées, le regard fixé sur l'eau qui coulait, comme en quête de réponse. « Monsieur Clements, dit-elle doucement, la rivière porte en elle de nombreux secrets, n'est-ce pas ?» Il se retourna, la surprise se lisant sur son visage. « Mademoiselle Marple, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Moi non plus, » répondit-elle avec un petit sourire. « Puis-je vous demander ce qui vous tracasse ?» Il hésita, puis parla avec une intensité calme. « Plus cela dure, plus j'ai peur pour ce village. De vieilles blessures se rouvrent, des amitiés tendues, vers la rupture. Je souhaite seulement que la paix soit rétablie. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent de compréhension. La paix exige souvent la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Et la vérité, une fois révélée, a le don de calmer les esprits. Leur conversation fut interrompue par un cri soudain venu du sentier derrière eux. Ils se retournèrent et aperçurent Timothy Farrow, essoufflé et les yeux écarquillés, serrant contre eux un petit paquet enveloppé dans du tissu. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Timothy d'un ton pressant. « Dans les ruines du vieux moulin, une autre lettre. Celle-ci est différente. » De retour au presbytère, Timothée déplia soigneusement le parchemin. La lettre était rédigée avec la même écriture fluide, mais cette fois-ci moins poétique, plus directe. Elle citait explicitement des noms et laissait entrevoir une rencontre secrète, un pacte conclu dans l'obscurité. L'esprit de Miss Marple s'emballa. La lettre était une pièce essentielle du puzzle. Un fil conducteur menant plus profondément dans les ténèbres qui enveloppèrent le passé du village. « Ça change tout, » murmura-t-elle. Le tueur ne se contente pas de protéger les faux. Acte, il tente aussi d'effacer toute preuve de collusion. L'inspecteur Slack fronça les sourcils. Il faut identifier les personnes présentes à cette réunion. Si nous trouvons un participant, les autres suivront. Miss Marple hocha lentement la tête. Et nous devons être prudents. Le meurtrier sait que nous nous rapprochons. Cette nuit-là, le village était agité. Les portes étaient verrouillées plus fort et les fenêtres fermées, tandis que la peur murmurait dans les rues. Miss Marple était assise dans son fauteuil préféré, la lueur vacillante de la cheminée projetant des ombres dansantes. Elizabeth Saunders la rejoignit, apportant du thé et une résolution tranquille. « Il y a autre chose, » dit doucement Elizabeth. « J'ai réfléchi à la poésie, à la façon dont les vers riment avec mort et avertissement. C'est presque comme si l'auteur jouait à un jeu, un défi lancé à celui qui le lit. » Miss Marple sourit. « Oui, ce poème est à la fois une énigme et une arme. Il dissimule des vérités tout en nous mettant au défi de les découvrir. » Le silence s'installa dans la pièce, tandis que le poids du mystère pesait sur eux. Miss Marple savait que la fin était proche, le moment où les fils délicats de la tromperie se dénoueraient et révélèrent le visage du tueur. Le lendemain, le village se rassembla à nouveau, cette fois sous un ciel gris, à l'église, paroissiale. Une atmosphère solennelle régnait, mêlant peur et impatience. Les villageois attendirent des nouvelles, incertains de ce qui allait suivre. Miss Marple se tenait silencieusement au fond, son regard perçant scrutant la foule. Parmi eux, elle remarqua les plus infimes signes, un poing serré, un rictus, un évitement du regard. Chacun était une confession silencieuse. Puis, avec une précision calme, Miss Marple s'avança. Sa voix était posée, son attitude posée mais résolue. « Mesdames et messieurs, nous vivons avec une tromperie qui empoisonne le cœur de notre village depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, le voile sera levé. » Elle commença à raconter le voyage, les actes falsifiés, les menaces, les disparitions, les lettres aux avertissements rimés. Une à une, elle tissa les preuves pour en faire une tapisserie de vérité. Son regard se posa sur Harold Clements, qui se raidit sous l'examen. « Le meurtrier, » dit Miss Marple d'une voix douce, « est quelqu'un qui craignait de tout perdre si la vérité était révélée. Quelqu'un qui a utilisé la peur et la violence pour réduire au silence ceux qui osèrent parler. » Elle marqua une pause, laissant la tension monter avant de poursuivre. L'indice final ne résidait pas dans les lettres ou les documents, mais dans les comportements humains subtils qui révèlent la conscience coupable. Tandis que la foule retenait son souffle, Miss Marple révéla les preuves, pièce par pièce, jusqu'à ce que le tableau complet apparaisse clairement. Le voile se leva,
et les ombres disparurent dans la lumière. Le village ne serait plus jamais le même. Mais avec la justice rendue et la vérité révélée, une paix fragile pourrait renaître. Miss Marple, sereine et consciente, observait en silence les premiers pas vers la guérison s'implanter dans le village qu'elle avait appris à si bien connaître. Le silence qui s'abattit sur l'assemblée était profond, comme si l'air s'était épaissi sous le poids des paroles de Miss Marple. Les yeux, autrefois animés d'une curiosité nerveuse, s'aiguisèrent à présent sous un mélange de choc et de reconnaissance. Dans le silence, la lueur vacillante des bougies aux vitraux de l'église projetait de longues ombres ondulantes qui semblaient faire écho aux révélations qui venaient d'être prononcées. Le calme de Miss Marple ne vacillait pas, tandis qu'elle fixait Harold Clements. La posture de l'homme, autrefois droite et assurée, s'était affaissée sous l'examen. Ses mains, qui quelques instants auparavant reposaient mollement le long de son corps, tremblaient maintenant visiblement. Il fit un pas hésitant en arrière, comme s'il fuyait la vérité elle-même. « Harold, » dit doucement Miss Marple, « tu as été prudent, trop prudent. Les faux actes portent les subtiles fioritures de ton écriture, celles que seul un homme de lettres habile saurait dissimuler. Ton objectif était clair, protéger les terres de ta famille et ta réputation au village. » Harold ouvrit la bouche, puis la referma, les mots lui manquant. Un regard désespéré se tourna vers Cédric Toller, qui se tenait non loin de là, la mâchoire crispée et les yeux assombris par une colère contenue. « Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin, » murmura finalement Harold, la voix brisée. Les lettres, les menaces, elles étaient seulement destinées à effrayer, pas à tuer. Elizabeth Saunders s'avança, l'air résolu. « Mais Timothy Farrow a trouvé la preuve que vous avez tant cherché à enterrer. Il l'a payé de sa vie. » Un murmure parcourut la foule, le choc collectif se mêlant à un sentiment grandissant de trahison. Pendant des semaines, le village avait été prisonnier de la peur et de la suspicion. À présent, la vérité éclatait comme un torrent purificateur. L'inspecteur, Slack s'avança vers Harold, menotte au poignet, mais d'un air doux. « Vous avez le droit de garder le silence. Vos propos pourront être retenus contre vous devant un tribunal. » Sous les yeux des villageois, l'homme autrefois respecté de la communauté fut emmené. La dignité tranquille qui avait caractérisé le rassemblement céda la place aux conversations chuchotées et aux larmes, les liens fragiles de confiance étant tendus, mais pas complètement rompus. Miss Marple s'attarda encore un instant, scrutant les visages autour d'elle. « Ce village, dit-elle doucement, comme beaucoup d'autres, recelait des secrets, des ressentiments et des peurs tissées dans sa trame. Mais la justice a le don de transparaître, même dans les endroits les plus sombres. » Elizabeth prit le bras de Miss Marple, les yeux brillants de gratitude. « Nous vous devons tant. Sans votre perspicacité, ce cauchemar aurait continué. » Miss Marple sourit doucement. C'est l'observation attentive de la nature humaine, la patience d'écouter et de comprendre, qui révèle la vérité. Parfois, elle ne se trouve pas dans les grands gestes, mais dans les moments de calme où la culpabilité se trahit. Alors que la congrégation commençait à se disperser, quelques villageois s'approchèrent, leurs visages adoucis par le soulagement et un respect nouveau pour la femme silencieuse qui avait vu bien plus qu'eux. Dans les jours qui suivirent, la vie du village reprit peu à peu son rythme paisible, même si une certaine solennité subsistait. Les ruines du vieux moulin furent débarrassées de leurs débris et les faux documents furent remis aux autorités, mettant fin à un chapitre de tromperie. Miss Marple éprouvait une satisfaction tranquille à regarder les villageois reconstruire leur vie, sachant que les ombres projetées par les secrets se dissipaient enfin. Elle appréciait à nouveau ses promenades matinales, saluant ses voisins avec des sourires chaleureux, même si elle savait que les cicatrices de la trahison mettraient plus de temps à cicatriser. Un après-midi, alors qu'elle était assise, en train de tricoter sur le porche de son pittoresque cottage, Elizabeth Saunders la rejoignit, une expression pensive sur son visage. « Pensez-vous que nous comprendrons un jour jusqu'où les gens peuvent aller pour se protéger ?» demanda Elizabeth. Miss Marple leva les yeux, ses yeux reflétant une vie de sagesse. « Les humains sont un mélange de bonté et de cruauté, de peur et de courage. La surface est peut-être calme, mais en dessous se cache un torrent. C'est pourquoi nous devons toujours être vigilants. Et c'est pourquoi la compréhension
est notre meilleur atout. Leur conversation fut interrompue par un coup frappé à la porte. C'était la sœur de Timothy Farrow, qui portait un petit paquet emballé dans du papier Kraft. « Mademoiselle Marple, Elizabeth, dit-elle d'une voix ferme, malgré la tristesse dans ses yeux. Timothy voulait que vous ayez ceci. » À l'intérieur, du paquet se trouvait un mince carnet, dont les pages étaient ornées de l'écriture soignée et des annotations minutieuses de Timothy. Les poèmes, les indices, les secrets qu'il avait découverts étaient désormais conservés non seulement comme preuve, mais aussi comme témoignage de sa détermination à obtenir justice. Miss Marple traça soigneusement les mots avec son doigt, sentant le pouls du courage d'un jeune homme qui avait déclenché la révélation du mystère. Alors que le crépuscule s'épaississait, le village retrouva le calme, le rythme de la vie quotidienne reprenant avec de doux pas sur les sentiers familiers. Pourtant, pour ceux qui connaissaient, le souvenir du sacrifice de Timothy et du génie discret de Miss Marple persistait, rappelant que sous la surface paisible de toute communauté, la vérité attend patiemment son heure d'être révélée. Et ainsi, le mystère résolu mais l'histoire humaine loin d'être terminée, Miss Marple se préparait à accueillir le prochain chapitre de sa vie tranquille, toujours vigilante, toujours compréhensive, gardienne de la vérité dans un monde plein de secrets. Le village avait retrouvé son calme, mais dans le silence du salon de Miss Marple, les pièces du puzzle reposaient, soigneusement disposées dans son esprit, chaque détail s'imbriquant avec la subtile précision qu'elle seule pouvait discerner. Alors que la lumière du soir filtrait à travers les rideaux de dentelle, elle invita Elizabeth Saunders à la rejoindre une fois de plus, sentant que le moment était venu de rassembler tous les fils. « Elizabeth, » commença doucement Miss Marple, « vous avez demandé plus tôt si nous pouvions réellement comprendre jusqu'où les gens vont pour se protéger. Notre histoire est un délicat entrelac de fragilité humaine et d'intentions calculées. Examinons les faits tels qu'ils sont. » Elle désigna le mince carnet que Timothy Farrow avait laissé derrière lui, celui-là même qui avait révélé des actes falsifiés et des ressentiments cachés. Timothy n'était pas un simple poète, c'était un homme accablé par un secret qu'il ne pouvait taire. Mais dans sa quête de vérité, il sous-estimait le désespoir qui avait pris racine dans les cœurs qui l'entouraient. Elizabeth hocha la tête, le regard fixe. Le faux d'Harold Clemens était censé préserver l'héritage familial, mais pourquoi recourir aux menaces? Et pourquoi Timothy a-t-il été assassiné? Miss Marple sourit faiblement. Parce que, ma chère, les menaces étaient plus que des avertissements. C'était un message de contrôle. Mais la vraie question est de savoir qui avait le plus à gagner à réduire Timothy au silence. La réponse ne réside pas seulement dans les actes, mais dans les relations qui les entourent. Elle marqua une pause, son regard se portant vers la fenêtre tandis qu'elle rassemblait ses pensées. Harold était certes coupable de faux et d'intimidation, mais l'acte ultime, le meurtre, exigeait une main capable de dissimuler un mobile sous un semblant d'amitié. Elizabeth fronça les sourcils, pensive. « Vous soupçonnez Cédric Toller ?»« Exactement. L'amitié de Cédric avec Timothy masquait une histoire plus mouvementée. Le vieux moulin était autrefois une coentreprise familiale, abandonnée après d'âpres disputes. Cédric craignait que les révélations de Timothy ne détruisent le peu qui restait de sa réputation et de ses moyens de subsistance. La porte grinça légèrement, et Miss Marple leva les yeux lorsque Cédric entra dans la pièce, convié par Elizabeth à entendre la conclusion en personne. Son visage était pâle, mais calme. « Cédric, » dit gentiment Miss Marple, « tu tiens à ta position dans ce village et à l'honneur de ta famille. Pourtant, face aux accusations de Timothy et à la menace qui pesait sur ton avenir, tu as agi par peur. » Cédric déglutit difficilement, son regard se portant sur Elizabeth, puis de nouveau sur Miss Marple. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. » Le regard de Miss Marple resta fixe. La peur peut pousser les hommes à faire des choses impensables, mais elle laisse aussi des traces dans les mots, les gestes, dans les plus infimes contradictions. Vous avez affronté Timothy au moulin, n'est-ce pas? Une bagarre s'en est suivie, et dans le feu de l'action, vous l'avez poussé trop loin. Les épaules de Cédric s'affaissèrent,
le poids de la confession brisant ses défenses. Oui, je ne voulais pas le tuer. C'était un accident. Élisabeth tendit la main et serra doucement celle de Cédric. La vérité est le premier pas vers la rédemption. Miss Marple hocha la tête, ressentant la satisfaction familière d'une justice rendue par la compréhension plutôt que par la force. Maintenant, le village peut guérir avec honnêteté, même si les cicatrices resteront comme des souvenirs. Alors que la soirée s'approfondissait et que les étoiles scintillaient sur les toits du village, Miss Marple ressentit à nouveau l'équilibre doux-amer de la nature humaine, la capacité à la bonté, ombragée par la peur et la faiblesse. Mais finalement, la vérité eut son heure, délicate mais inflexible, comme elle l'avait toujours su. Avec un doux sourire, elle retourna à son tricot, prête à écouter et à regarder, comme la gardienne silencieuse de ce petit monde où les secrets peuvent se cacher mais ne jamais s'échapper pour toujours.